bienvenue dans le Val d'Oise Cast, le 56 Cast numéro 95. C'est la dernière fois qu'on fait les départements. Alors adieu. Un petit peu d'émotion parce qu'on va devoir passer à autre chose la semaine prochaine. Cette semaine, c'est le grand retour de Raconte-moi ta thèse et je suis trop contente d'accueillir Tania Louis. Bienvenue. Merci beaucoup. Docteur en biologie, oui parce que c'est pas que les doctorants, c'est aussi les jeunes docteurs. Tu as passé ta thèse en juillet 2015. C'est ça. Ouais. Et tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Biologie tout compris. Tout compris, qui est trop bien. Je fais partie donc de la galaxie des chaînes de vulgarisation scientifique. C'est ça. Qui sont formidables. Ouais. Et qu'on aime beaucoup. Et donc, je voulais que tu me racontes ta thèse, qui est sur le sujet. L'étude des fonctions cellulaires de SAM-HD1, facteur de restriction du VIH1. Alors déjà, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs VIH, ce qui laisse préfigurer qu'on aura plein de choses à raconter. SAM-HD1, c'est quoi? C'est une protéine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sur elle que j'ai travaillé pendant 4 ans et demi, en tout, en comptant mon stage de master. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette protéine? Et pourquoi tu t'es intéressée à elle, d'abord? Alors, comment on choisit comme souvent pour un sujet de thèse, c'est un peu un hasard et... un concours de circonstances où en fait je suis arrivée dans un laboratoire pour faire mon stage de Master 2 et l'identification de cette protéine et de son rôle comme facteur de restriction du VIH a été publiée par le laboratoire pendant mon stage de Master 2 et ça a fait un gros boom dans le domaine, tout le monde s'est mis à parler de ça, etc. Donc évidemment ils sont mis à chercher un doctorant pour travailler là-dessus et moi j'étais déjà là et le sujet m'intéressait donc ça tombait bien et ça s'est fait comme ça. Donc tu as sympathisé, en fait, tu as rencontré Sam, hein, voilà, appelons-la Sam, hein, la protéine. Donc tu as rencontré Sam au cours de ton stage, tu as sympathisé, tu t'es dit, bon, on va passer 3-4 ans ensemble. Ça va être sympa. Ça va être sympa, c'était cool. Et c'était cool? C'était cool. Ça va? Elle est cool, elle est sympa, elle n'est pas toujours hyper collaborative, mais c'est souvent le cas des sujets de thèse en général. Ouais. Mais elle était sympa quand même. Elle a un côté un petit peu X-Men super-héros, enfin voilà, quand tu lis le truc... Après non, quand tu le lis, là comme ça, non. Mais quand tu l'expliques, elle a l'air assez efficace quand même. Ouais, à un moment on l'avait comparé à Superman parce que c'est un peu une protéine qui a une double vie. Ouais. Qui a un côté super-héros, je lutte contre le virus du sida et qui en même temps fait son petit travail quotidien. Le côté Clark Kent, ah ouais d'accord. Ok. Et oui, donc qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qu'elle fait et qu'on savait avant ta thèse? Alors quand j'ai commencé, on savait que si cette protéine, si le gène qui permet de produire cette protéine est muté chez un nouveau-né, ça entraîne une maladie qui, en gros, donne des symptômes qui sont les mêmes que si le bébé avait une infection virale ou quelque chose comme ça, donc qui ne sont pas du tout spécifiques, mais qui entraînent une mort relativement rapide. C'est-à-dire qu'en général, les nourrissons vivent quelques années, pas plus. Et c'était à peu près la seule chose qui était vraiment connue sur cette protéine-là au départ. Quand j'étais en stage de Master 2, il y a des gens dans mon laboratoire et une autre équipe en parallèle ailleurs dans le monde qui ont montré qu'elle empêchait l'infection de certaines cellules par le VIH. Et on en était là quand j'ai commencé au tout début. Voilà. Et on savait qu'une protéine du VIH de type 2, c'est-à-dire pas le VIH pandémique, l'autre, pouvait induire la dégradation de SAM dans les cellules. D'accord. Tout de suite, ça devient un peu... Ouais. Alors là, je demande, j'invoque ta capacité de vulgarisation scientifique pour nous la refaire avec... Alors, on va commencer par le fait qu'en fait, il existe plein de types de VIH. Oui, en général, on dit le VIH, il ne faut pas. Oui, personne ne le sait, ça. Pas grand monde le sait, c'est vrai. Alors, en gros, il y a deux familles. Il y a le VIH de type 1 et le VIH de type 2. Et dans le VIH de type 1, il y a l'oncle, la tante, etc. Donc, il y en a plusieurs dans le VIH de type 1. La pandémie actuelle est causée par les différents types de VIH 1. En plus de ça, il y a un VIH 2 qui est beaucoup moins pandémique et on ne sait pas pourquoi. Il n'est pas aussi virulent que celui qui est à l'origine de la pandémie. Et une des différences entre ces deux virus, c'est que le VIH de type 2 exprime une protéine en plus. D'accord. Et il se trouve que cette protéine est capable d'induire la dégradation de SAM-HD1. Et c'est une des raisons qui a fait qu'on s'y est beaucoup intéressé au début, parce qu'on s'est dit peut-être que cette protéine du virus qui démonte SAM-HD1 explique que le VIH de type 2 soit vachement moins virulent que le VIH de type 1. Que le fait qu'il y ait cette protéine en plus et que du coup, paf, SAM-HD1 soit... hors de service, explique la différence entre les deux virus et pourquoi il y en a un qui est beaucoup plus virulent que l'autre.
D'accord. Bon, en vrai, on ne sait toujours pas. Ouais. Mais il y a 4-5 ans, déjà, c'était un truc Mais en intéressant. fait, c'est de là, finalement, qu'on se met à se dire peut-être que SAMHD1 et le VIH1, ils ont des choses à se dire, où ils s'entendent pas. Enfin, il y a un truc, Ouais, il y a un truc un peu Il spécifique. a un rôle dans le système immunitaire, c'est ça qu'il faut Ouais, comprendre. alors, a priori, on est toujours au stade des hypothèses pour l'instant, parce que c'est hyper compliqué de comprendre ce qui se passe à l'échelle d'un organisme entier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre système immunitaire, c'est pareil. Il y a plein de types de cellules différentes. Et il y a un type de cellules qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont un peu les patrouilles. C'est elles qui se baladent et qui disent « Attention, là, il y a un agent infectieux », et qui vont le montrer aux autres cellules pour leur dire « Ça, il faut l'attaquer ». Et en fait, le VIH de type 1, qui est pandémique, n'est pas capable d'infecter ces cellules dendritiques. Ce qui fait que les cellules qui patrouillent ne peuvent pas facilement aller le montrer à toutes les autres. Et ça, c'est en grande partie à cause de SAMHD1. Donc ça a sans doute un rôle quand même dans la façon dont l'infection se passe au niveau de l'individu et du système immunitaire en entier, parce que en étant bloqué par SAMHD1, dans ces cellules dendritiques, le VIH peut se cacher beaucoup plus facilement du système immunitaire. On parle du 2 ou du 1? Du 1. D'accord. Parce que justement, le 2, comme il est capable de détruire SAMHD1, lui, il peut rentrer dans ces cellules-là. D'accord. Et du coup, elles peuvent le balader un peu partout devant les autres cellules du système immunitaire en disant « Attention, c'est dangereux !» D'accord. Et comment on sait, comment on fait concrètement d'ailleurs pour, ça doit être des expériences pour voir si il peut affecter telle ou telle cellule, entrer dedans, comment on... Ouais, alors, dans l'absolu, tester si le VIH est capable d'infecter une cellule ou pas, c'est relativement simple. Ouais. Il faut un laboratoire, on appelle ça un L3 de sécurité un peu spécifique, avec un double sas, où on rentre avec des surchaussures, une blouse, etc., parce qu'on manipule du VIH à l'intérieur, quoi. Mais on est capable de fabriquer aujourd'hui du VIH modifié, qui peut par exemple rendre les cellules qui l'infectent phosphorescentes. Et du coup, il suffit de mettre le VIH sur les cellules et regarder quelle proportion devient phosphorescente. D'accord. La difficulté, c'est plus de réussir à mettre dans des boîtes les différents types de cellules qui nous intéressent. Parce qu'il y a des cellules qui sont très bien dans notre organisme, mais si on les met dans des boîtes, ça leur va pas du tout, elles meurent. Ah oui. Donc la difficulté, elle est plus d'avoir le bon type de cellules ou des cellules qui ressemblent le plus possible à celles qui nous intéressent que de tester si le VIH peut les infecter ou pas. Et donc, qu'est-ce que pendant 3 ans, ça a été quoi comment est-ce que tu as discuté avec Sam? C'était, t'as essayé de le découvrir, de savoir comment il fonctionnait. C'était quoi le but finalement derrière le nom de l'étude des fonctions cellulaires? Enfin, Oui. c'était quoi l'objectif? Bon, alors, comme souvent, dans ma thèse, il y a à peu près un tiers du travail que j'ai fait pendant 4 ans. Mais on va s'intéresser à ce tiers-là parce que c'est celui qui a marché, donc c'est un peu plus intéressant que le reste. En gros, quand j'ai commencé, on savait que SAM jouait un rôle de barrière contre le VIH, mais on savait aussi que du SAM, on en a dans toutes nos cellules, tout le temps. Ah oui, c'est pas un truc qui vient de nulle part, c'est un truc qu'on a en nous. D'accord. Et ça, par contre, on ne savait pas pourquoi. On savait que s'il n'y en avait pas chez les nourrissons, ça entraînait une maladie génétique qui provoquait un décès très prématuré, mais on ne savait pas pourquoi il y avait du SAM en permanence dans nos cellules et à quoi il servait. S'il est étonnant qu'il soit là en permanence, on attendait quoi? Qu'il soit produit uniquement en réaction à une agression extérieure, c'est ça? C'est ça. Il y a pas mal de protéines antivirales notamment, dont la production est induite quand il y a un virus qui arrive, qui ne sont pas forcément exprimées tout le temps, mais juste quand il y a un virus. Et SAM est quand même exprimé tout le temps. Et voilà, c'est ça qui nous a intrigués au départ. On s'est dit, ok, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Et en parallèle, il y a des gens qui ont commencé à comprendre ce que SAM était capable de faire, parce qu'en général, chaque protéine a une fonction spécifique. Et au départ, celle de SAM, on ne la connaissait pas. Et il y a des gens qui ont publié pendant ma thèse qu'en fait, SAM, si on veut, l'ADN, c'est un empilement de Lego. Et on s'est rendu compte que... Ça me parle. Voilà, ça c'est une image qui marche bien en général. SAM est capable de casser les Legos avant qu'ils soient empilés. Comme mes enfants. Comme beaucoup d'enfants. C'est hein, drôle. Et du coup, ça a en plus créé un lien entre SAM et l'ADN, qui est quand même un truc un peu central dans le fonctionnement du vivant. Et ça nous a d'autant plus intéressés à essayer de comprendre à quoi sert cette protéine. J'allais dire, mais pourquoi il fait ça? Mais je suppose qu'on ne sait pas. Alors si, en fait... C'est bien parce que vous posez des questions qui appellent des réponses simples, quoi. Je suis désolée. Mais le but de l'ADN, c'est d'être construit et d'être entier et fonctionnel. Donc pourquoi on le détruirait alors qu'il se Alors construit? en fait, notre ADN est... comment dire, c'est une bibliothèque, mais c'est une bibliothèque qui est hyper dynamique. D'une part parce qu'à chaque fois que nos cellules se divisent pour donner 2 cellules,
La première étape, c'est recopier la bibliothèque. Oui. Ça veut dire qu'il faut refabriquer de l'ADN régulièrement. L'autre chose, c'est que notre ADN, il est attaqué en permanence par plein de trucs. Donc c'est ce qu'on appelle les agents mutagènes qui causent des lésions, des dommages à l'ADN, à commencer par les UV du soleil, donc pour dire qu'on est vraiment tous exposés, quoi, il n'y a pas de secret. Et pour réparer ces dommages-là, on a besoin de mobiliser des nouveaux Legos, entre guillemets. Et en fait, la quantité de Lego dans nos cellules, elle est hyper contrôlée parce que s'il y en a trop, ça va pas, et s'il y en a pas assez, ça va pas. Donc en permanence, il y a des protéines qui refabriquent des Legos, des protéines qui les cassent, et un équilibre entre les deux pour avoir la bonne quantité. La gestion de l'atelier, quoi. Ouais, c'est ça. Gestion des stocks. C'est vertigineux quand même. Enfin bon. Non mais ce fonctionnement-là, c'est dingue. Et alors attends, et donc si on reprend, Sam HD1, il fait... Il casse. Il casse Il casse les Oui, Legos. d'accord. Mais j'ai pas lu dans le résumé de ta thèse qu'il répare aussi. Alors, du coup, on s'est rendu compte, pendant qu'on essayait de comprendre à quoi il servait, qu'il est attiré sur les endroits où il y a des cassures. Et du coup, vraisemblablement, il joue un rôle dans le phénomène de réparation. Mais on ne sait pas comment. Mais quand on fait des cassures dans la chaîne de Lego, il se retrouve localisé précisément à l'endroit où il y a des cassures. Quand on retrouve toujours la même personne sur une scène de crime du même type, c'est que... Ouais, il y a un truc qui se passe. Impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe pour de bon, par contre. On sait qu'il est là, on essaye toujours de comprendre ce qu'il fait. Ok, et on ne sait toujours pas ce qui se passe. Non. C'est très long, la science. Et donc, mais à quel moment justement dans tes ça dure 3 ans, donc normalement une. Ouais, là ça a duré 4 ans parce que j'ai eu une année bonus. C'est ça. Dans tes 4 ans de thèse, à quel moment et comment et dans quel cadre il y a un truc qui avance. Enfin moi ça me fascine dans ce processus de recherche. Tu prends quand même un sujet relativement neuf parce qu'il y a une découverte pendant ton stage. Donc et il y a d'autres laboratoires qui bossent en même temps et tout ça. Et à quel moment tu as l'impression d'avoir fait un truc qui avance, enfin l'élément déclencheur un peu où on dit ok, il faut y aller, il y a un truc. Comme souvent, ça commence par une discussion. On a toutes les semaines, dans mon équipe c'était comme ça et c'est comme ça dans beaucoup d'équipes, toutes les semaines on a des réunions où on discute des résultats des uns et des autres pour faire le point, savoir où on en est, échanger des idées. Et ce jour-là, il y avait un autre doctorant à l'époque qui a dit mais quand même, Sam il casse les briques de l'ADN, donc il casse les Legos dont on parlait, il faudrait quand même regarder s'il ne joue pas un rôle dans la multiplication des cellules. Parce que justement, avant chaque multiplication, il y a une étape de recopiage des chaînes de l'ADN. Et on s'est dit, ok, on va regarder, c'est pas compliqué à faire comme expérience. J'ai juste pris des cellules où il y avait à peu près pas de SAM, dans lesquelles j'en ai rajouté, et j'ai comparé la vitesse à laquelle elles se multipliaient. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, si on rajoute du SAM, ça se multiplie vachement moins vite. Et là, on s'est dit, ok, il y a vraiment une conséquence, quand on ajoute du SAM, ça change la façon dont les cellules se multiplient. Et là, ça devient hyper intéressant parce qu'il y a on va dire un gros ensemble de maladies qui est quand même lié au fait que des cellules se mettent à se multiplier de façon pas normale. Genre le cancer. Genre le cancer. Et ça devient vachement intéressant de voir du coup si notre protéine peut avoir un lien avec le développement du cancer ou pas. Et c'est ça qui nous a fait dire, ok, on y va, on cherche. C'est-à-dire qu'il y a une petite porte ouverte sur l'utilisation de SAMHD1 pour ralentir au moins le développement du cancer. Ce qui se passe, c'est... Alors ça dépend vraisemblablement des cancers, parce que c'est comme le VIH, le cancer n'existe pas. Chaque patient a un cancer différent de tous les autres patients. Mais ce dont on s'est rendu compte, nous, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que SAM est normalement présent dans nos cellules, dont il contrôle la vitesse de multiplication. Par contre, il disparaît de certaines cellules cancéreuses. C'est-à-dire que c'est un peu un gardien, et quand il n'est plus là, il y a vraisemblablement, il y a vraisemblablement beaucoup plus de Lego d'ADN qui s'accumulent, et du coup les cellules se multiplient plus vite, et si elles se multiplient plus vite, ça favorise le cancer. D'accord. Donc il faudrait qu'on comprenne pourquoi il n'est plus là. C'est ça. Et qu'on l'y fasse revenir. Et qu'on essaye de... Alors il y a déjà ça, effectivement. Est-ce qu'on peut le faire revenir? Je ne sais pas. Mais par contre, ça induit plein de trucs un peu plus compliqués parce qu'il y a plein de traitements anticancéreux qui ont comme mécanisme de base d'action de jouer sur les Legos de l'ADN. Et moi, j'ai montré qu'il y en a certains auxquels les cellules ne sont plus du tout sensibles si elles ont perdu SAM. Et récemment, il y a d'autres gens qui ont montré que pour d'autres traitements, par contre, le fait qu'elles aient perdu SAM, ça les rend plus sensibles. Donc en fait, ce serait intéressant de regarder si SAM est toujours là pour savoir est-ce que ça vaut la peine de donner telle chimiothérapie à un patient
ou pas. Parce que si ça se trouve, le fait qu'il n'y ait plus SAM, ben, ça va faire que sa chimio, elle ne servira à rien, à part lui donner des effets secondaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chimios qui marchent plus ou moins bien et on a du mal à savoir pourquoi, c'est ça? Oui. D'accord. Et si on pourrait introduire un nouveau test de la présence de SAM qui aiderait à mieux... Moi, c'est vraiment un truc où, par rapport aux résultats que j'ai eus, moi, dans des boîtes en plastique au laboratoire, je suis convaincue que pour au moins un type de cancer, les leucémies lymphoïdes chroniques, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent un peu le truc, bref, ça vaudrait le coup de rajouter dans les protocoles hospitaliers de tester est-ce que SAM est là avant de donner certains traitements. Et c'est un truc qui était un peu difficile à faire passer parce que vraiment à l'époque où j'ai fait ma thèse, le lien c'était SAM-VIH dans la tête de la communauté scientifique, quoi. Pas du tout SAM-cancer. Et là, en préparant l'émission, je suis allée regarder les publications sur le sujet et il commence à y avoir d'autres publications sur le lien SAM-cancer et sur le lien SAM-chimiothérapie. Donc j'espère que ça va se développer parce que bon, avant de vraiment institutionnaliser ça, il faut faire des études pour voir si à grande échelle ça marche ou pas. Mais je pense vraiment qu'il y aura un truc à aller chercher. Donc tu as fait une des toutes premières recherches qui a fait le lien entre SAM et le cancer. Oui. D'accord. Et c'est une protéine, là pour le coup, c'est donc une protéine qui est naturellement dans notre corps. C'est une protéine. Ah ouais, j'en sais rien. Moi, je pose des questions un peu à la con, mais est-ce que c'est une protéine qui peut être intéressante ou qu'on sait créer ou multiplier? J'en sais rien. Est-ce que la protéine elle-même peut faire partie de traitements? Enfin, est-ce que le fait qu'elle empêche les cellules de jouer les gueudins et tout ça, de se multiplier, machin, le SAM il dit non. Non, ça suffit, on se calme, hop, je casse les ADN, je répare, machin, tout ça, mais on se calme, on se multiplie plus les cellules. Voilà, non, mais c'est bien résumé. Je sais. Mais est-ce que du coup, ce type de protéine peut faire partie, elle aussi, d'un traitement parce que s'il y a des cellules qui posent problème parce qu'elles n'est pas là. Le truc, c'est que les traitements à base de... On rajoute des protéines dans des cellules. Si on rajoute vraiment une protéine, c'est un truc qui est hyper ponctuel. Parce que les protéines, en général, elles ont une durée de vie de quelques heures ou quelques jours et après, elles s'en vont. Ah oui. Donc, c'est pas un truc qui va être stable comme traitement. Ce qui se fait, par contre, c'est de rajouter le gène qui permet de synthétiser des protéines. L'usine à SAM. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Et autant c'est faisable théoriquement, autant en pratique, c'est pas un truc qui est hyper au point, quoi. Oui, parce qu'on met non, avec CRISPR-Cas9. Ouais. Alors, les premiers essais de thérapie génique... copier-coller des bouts de gènes. Ouais, c'est ça. C'est une technique qui permettrait de faire des thérapies géniques plus efficaces avec potentiellement moins d'effets secondaires. Mais sur le plan éthique, on n'en est pas encore à avoir validé le fait de tester ça directement sur l'homme, quoi. Pour l'instant, les thérapies géniques qui existent, c'est des thérapies géniques contre la maladie génétique des bébés bulles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des bébés qui naissent sans système immunitaire et du coup, ils doivent vivre dans des espèces de bulles stériles parce que s'ils sortent, dès que le premier truc qui passe, c'est pour eux, quoi. Et c'est pour eux avec des conséquences graves parce qu'ils ne peuvent vraiment pas se défendre. Et il y a eu des thérapies géniques qui ont été menées en France contre cette maladie-là, qui marchent pas mal, mais qui induisent des cancers. Du coup, utiliser un traitement qui induirait le cancer pour potentiellement guérir des cancers, pour l'instant, on n'est pas... un peu chiant. Ouais, voilà, c'est pas terrible. Mais sur le plan théorique, on pourrait rajouter une usine à SAM, entre guillemets, en ciblant les bonnes cellules. C'est pas une protéine qui est hyper difficile à synthétiser. D'accord. Et donc, quand tu as... Oui, pardon. Non, mais juste, on est à l'échelle de combien de temps, là, quand on dit on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'est des trucs qui se mettent en place. J'en ai aucune idée, parce que moi, je viens vraiment des sciences fondamentales. C'est-à-dire, je bosse avec des cellules dans des boîtes en plastique, quoi. Donc, déjà là, il y a des délais... 2 ans, 10 ans ou 20 ans? Je pense là, du coup, il y a tout ce qui est protocole hospitalier, il faut des autorisations éthiques, etc., parce que c'est quand même travailler, modifier des génomes humains, quoi, donc c'est pas neutre. Je pense que, comment dire, moi sur tout ce qui est CRISPR, etc., et la super vague de on va pouvoir faire des thérapies géniques qui soignent les gens, j'ai tendance à penser qu'il faut être super prudent, parce que si on ouvre la porte, on n'ouvre pas forcément la porte qu'à des trucs bien. Et pour l'instant, on n'est pas capable, à mon avis, de faire la part des choses entre les trucs bien, les conséquences néfastes de ces trucs bien qu'on n'a pas anticipés, et les trucs mauvais qui vont arriver de toute façon, parce qu'ils ressemblent aux trucs bien, et qu'une fois qu'on a dit « ok, modifier des cellules humaines », on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est sur ce type de travaux que sont toutes les start-up d'allongement de la vie et de choses comme ça, parce que j'ai l'impression aux États-Unis il y a une sorte de bulle aussi économique sur la recherche. C'est pas. Je sais pas. Après, je pense que chacun a son approche et en général ils ébruitent pas trop la façon dont ils procèdent parce que c'est un peu leur gagne-pain, quoi. Mais il y a pas mal de gens qui travaillent sur on modifie des cellules en dehors de l'organisme
puis on les réinjecte. D'accord. Et là, c'est déjà pas la même chose. Et on va pas modifier des cellules dans le corps de quelqu'un. Donc ça, je pense, c'est plus facile à mettre en place, ne serait-ce que sur le plan éthique. Mais c'est vrai que tout ce qui est modification génétique, je pense qu'il faut être un peu méfiant et pas ouvrir la porte en se disant « ouais, ça fait des super thérapies », alors que ça peut avoir plein d'autres conséquences derrière qu'on maîtrise pas du tout pour l'instant, quoi. D'accord. Eh ben merci. Mais Non, mais c'est... non mais il y a ce côté fascinant de c'est vrai qu'on parle nous en plus des fois on parle de planètes, des fois on parle d'étoiles, des fois on parle de choses et en fait il y a toujours ce même mystère où c'est très très difficile finalement, il y a autant de difficultés à savoir comment marche le très très petit et les choses biologiques que les choses qui se passent très loin et il y a enfin c'est toujours étonnant. Et juste dans ta manière de travailler, quand tu dis que c'est de la physique, c'est de la recherche fondamentale hein, finalement, mais c'est aussi expérimental. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. C'est expérimental. Ouais, c'est ça. Expérimental. C'est juste que ce que j'appelle moi dans mon domaine, parce que je suis virologue de formation, recherche fondamentale, c'est que moi mon travail c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait, pas de réfléchir à comment mettre au point un traitement grâce à ça. Oui. On y pense, mais c'est quelque chose auquel on pense, pas quelque chose pour lequel on fait des expériences et on construit vraiment. Une démarche, quoi. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui, tu nous l'as dit, hein, il y avait encore des publications, mais il y a encore des gens qui bossent sur SAM HD1 en fait. Ouais, alors des gens qui bossent sur SAM HD1 par rapport au VIH, il y en a vraiment beaucoup. Des gens qui bossent sur SAM HD1 par rapport au cancer, j'ai pas l'impression en regardant les publications qu'il y en ait plein, mais au moins il y en a. Donc si le mouvement est lancé, au bout d'un moment, les résultats intéressants vont peut-être finir par tomber et booster un peu le truc. Et c'est régulier qu'on trouve des nouvelles protéines comme ça? C'est ce que j'allais demander, ouais. Donc, on a l'impression, c'est comme on a l'impression qu'on connaît déjà plein de choses sur le corps humain parce que on est en 2017 et tout ça, on sait comment fonctionne une cellule, mais finalement il y a une protéine comme ça dont on sait absolument pas à quoi elle sert, on sait juste qu'elle a un rôle dans un truc et un rôle dans un autre dans des circonstances différentes. Et c'est comme ça pour toutes ou c'est une exception? Alors c'est pas comme ça pour toutes, mais en fait c'est vachement biaisé parce qu'effectivement on a la sensation qu'on sait. Alors que, en fait, c'est un peu comme si on avait une grosse bibliothèque et qu'on avait lu juste les titres de tous les livres, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît maintenant, parce qu'on a fait des séquençages, des analyses de génome, on connaît à peu près toutes les protéines qu'il y a dans une cellule humaine, mais il y en a, on les connaît juste parce qu'on connaît leurs séquences et leurs noms, mais on ne sait absolument pas ce qu'elles font. Et il y a même plein de protéines qu'on connaît, dont on sait qu'elles font un truc, mais si ça se trouve, elles en font 10 autres à côté, dont on n'a aucune idée pour l'instant. Donc, on a un modèle qui marche, donc on a l'impression d'avoir tous les éléments, mais je pense qu'en fait on a une petite boule comme ça, alors que le puzzle total, il fait la taille de la pièce, quoi. Donc en fait, il y a encore du boulot. Ouais. Ça va être bien. Et surtout qu'en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les protéines qui sont exprimées dans une cellule, c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui vont être exprimées spécifiquement au moment où la cellule se multiplie, il y en a qui vont être exprimées spécifiquement quand il y a un virus qui arrive ou une bactérie qui arrive. Du coup, pour vraiment comprendre tout ce qui se passe tout le temps, il faudrait regarder chaque cellule à chaque instant, dans chaque condition. Le rôle individuel de chaque protéine aussi, c'est dur de démêler qui a une influence sur quoi. Est-ce que c'est pas son voisin qui... Voilà, c'est une tour de Jenga et il faut réussir à en enlever le maximum pour qu'il en reste le moins possible et que ce soit clair, mais il ne faut pas que le truc s'écroule non plus, quoi. Donc, pour rester dans les jeux de construction. C'est bien, il faut... C'est la métaphore qui marche. C'est la métaphore qui marche, voilà. Non, c'est bien. Et puis, du coup, ça va... Non, moi, ça me fascine comme ça. C'est directement lié aussi à tout le séquençage du génome. Enfin, c'est des choses, finalement, qui n'auraient pas pu avoir lieu 10 ans plus tôt, en fait. Alors, dans mon projet, il n'y a pas tant eu d'influence de ces choses-là, mais c'est vrai que en fait, un des gros problèmes des biologistes aujourd'hui, c'est qu'on manque d'informaticiens. C'est-à-dire qu'avec le séquençage, on se retrouve avec des énormes quantités de données que les biologistes ne sont pas formés pour traiter. Au-delà des séquençages, on a plein de choses maintenant de plus spécifiques qui nous permettent, par exemple, on fait une modification dans une cellule et on regarde quelles protéines sont plus exprimées et quelles protéines sont moins exprimées. C'est des données qu'on est capable d'avoir aujourd'hui, mais qui représentent... si c'était un tableur Excel, il serait absolument monstrueux, quoi. Et on n'a pas, en tant que biologiste, la formation pour analyser statistiquement, est-ce que ça, c'est une vraie augmentation ou est-ce que c'est du bruit de fond? Et en fait, on génère plein de données, mais on n'a ni le temps, ni les moyens humains et financiers de toutes les analyser. Donc il va y avoir, à mon avis, une ère à un moment où ça va se calmer sur la production de données et où il va falloir commencer à analyser tout ce qu'on accumule déjà depuis 10-15 ans. Le big data biologique, en fait. Ah oui, mais carrément, on est en plein dedans, hein.
Vraiment. Ah oui, la génération de données qu'on n'arrive pas à traiter, c'est ce qui est le problème, à peu près le problème majeur de l'informatique moderne. Il va falloir mettre des à tous les intelligences niveaux. artificielles sur le coup. C'est ça, mais la biologie n'y échappe absolument pas, quoi. Ouais, c'est en fait biologie, CERN, tout ça, c'est même combat. De toute façon, c'est de l'analyse de données. Un peu. Ah ouais. Bah dis donc. On y revient. Ok. Eh ben, chapeau et merci beaucoup pour ces explications. De rien. Du coup, je vais vous offrir une bataille d'animaux mignons pour, What? Pour le plaisir pour des les animaux. poils. Voilà, pour le plaisir des animaux mignons. Tchou, à poil. C'était la semaine dernière, le zoo de Washington aux États-Unis a posté sur Twitter, voilà, comme tous les jours, hein, la photo d'un de leurs animaux qui, en l'occurrence, était un bébé phoque. Un bébé phoque gris né le 21 janvier et il était trop mignon. C'est celui-là. Alors voilà, ils sont fiers de leur bébé phoque. Ah, bienvenue, joli petit phoque. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'aquarium de Virginia Beach répond une heure plus tard. Ok, on relève le défi. On a vu le bébé phoque du zoo de Washington et on relance avec un combo loutre-balbuzard. Alors, personne leur avait rien demandé, mais tout de suite, ils haussent le ton, tu vois. Elle est pas mal. Il y a la loutre qui est en train de jeter un regard. Enfin, c'est complètement sur le vif. Elle est trop belle, cette photo. Ça, c'était l'aquarium de Virginia Beach. Et là, qu'est-ce qui se passe? 40 minutes plus tard, Washington répond « Ok les gars, voici Red, notre bébé orang-outan de Bornéo. C'est une espèce menacée et c'est le plus mignon de tous. Est-ce que vous vous couchez ?» Attention, le zoo du Bronx débarque dans la partie de poker, parce que c'est une métaphore filée de leur histoire, pour montrer leurs deux bébés tigres en train de jouer. Mais est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte? Moi je dis non. Marqué. Pourquoi ah, ça? non, Ils sont oldie. sur le parquet. Non, oldie but goodie. Donc ils ont ressorti une vieille photo. Oh, ah oui, non, ça c'est. Ah non. S'il y a une bataille, il faut mettre des règles. Non, hein. il faut du récent. Voilà, donc Il faut la du règle, neuf. voilà, la règle c'est, on va pas demander de l'inédit, mais en tout cas du Ouais, récent. L'arbitre dit non. Donc le zoo du Bronx c'est mort. Par contre, le zoo d'Atlanta veut jouer aussi. Et eux, ils dégainent un bébé panda. En disant, on est toujours partant pour une bataille d'animaux mignons. Et en fait, t'as tous les zoos des États-Unis qui se sont mis à jouer à ce truc. Il faut noter ce hashtag. Cute animal tweet off. Mais oui, c'est trop bien. Le zoo de Virginia Beach ne se laisse pas distancer et est revenu dans la bataille, parce que c'est quand même un petit peu qui ont commencé, hein, avec une bébé tortue. Et là, attention, là, c'est du haut niveau quand même. Je suis absolument fan de cette photo. Nous sommes toujours là, ils disent. Alors le zoo de Philadelphie tente le deuxième bébé singe de la bataille et cette fois c'est un gorille. Alors vous imaginez la photo parce que j'ai oublié de la mettre. Et là ils disent mic drop, donc lâcher de micro, c'est le signe de la fin d'une bataille oratoire et c'est d'ailleurs un mème, hein, le lâcher de micro. Je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a eu des trucs marrants qui se sont passés avec Obama. Ça mérite d'en faire un potager du web à lui tout seul. Bref, on va pas tous les faire. Ça a duré 2 jours. 2 jours entiers, ils ont tenu là-dessus, tous les zoos du pays. On va juste donner une médaille à nos 3 préférés. Alors sur la 3e marche du podium, non en fait je les classe pas. Il y a le zoo de San Diego qui a posté une grenouille grosse comme un ongle. Elle est bien. Ah ouais, elle est bien. Allez, choupi. Ah, elle est bien. Une grenouille à eux. Il y a le zoo de Seattle qui a montré une loutre qui dort en suçant le bout de sa queue. Grosse qualité de photo. Ouais. La loutre, on tombe dans le classique, Quand hein, même, mais hein. c'est Ouais, c'est mais non, c'est de la valeur sûre. Oui, oui, Elle tête c'est- un peu son pouce, quoi. C'est quelque chose, hein. non, c'est bien, c'est bien. Et juste à côté de Seattle, hein, le zoo de Point Defiance qui a 4 bébés panthères. Donc là, ouais, c'est un peu facile parce que c'est des félins. Mais il y en a 4. Il y en a 4 et elles ont des taches sur le ventre. Ouais. Ok, bon. Voilà, c'était pour le à poil géant du jour. Et ben encore merci Tania Louis pour les explications sur Super Sam HD1. Et donc, rappelons quand même ta chaîne YouTube, parce Rappelons ta que chaîne voilà, YouTube. qui est. Qui s'appelle Biologie tout compris. Il n'y a jamais assez de nanas qui font des chaînes YouTube de vulgarisation scientifique, donc il faut vraiment continuer. Tu continues à puis poster des vidéos régulièrement parce que ta chaîne est très rangée. Hein. Il y a des cases, il y a des types de vidéos, il y a les. Je suis un peu psychorigide. Il y a même une catégorie où c'est- il y a une vidéo. Voilà, tu aimes bien ranger les choses. Je sais pas, c'est C'est un peu compulsif. Je travaille là-dessus, mais c'est pas facile. d'accord. Mais ouais. Moi, j'essaye de c'est faire bien. des vidéos régulièrement, Ouais. mais genre là, la dernière a plus d'1 mois et j'ai pas encore commencé à écrire le script de la suivante, donc
Tout est Il relatif. faut s'y remettre. Ouais, Oui, en même il temps, faut. c'est pas Quand- des vidéos où on raconte une séance shopping, hein, ça Oui, se mais travaille, quoi. J'en profite, je fais un flash publicité. J'ai été super occupée parce qu'on a organisé le premier festival du collectif Vidéosciences qui a eu lieu le week-end dernier à la Cité des Sciences et dont oui. on est en train de mettre les vidéos des conférences, des tables rondes et des ateliers en ligne petit à petit sur la chaîne YouTube de Vidéosciences. Ah bah voilà. Donc voilà, j'ai une bonne Mais excuse. voilà, Ça bah m'a très pris bien, plein de temps. bah très bien. Il y a quand même de la vulgarisation scientifique sur YouTube, donc Oui, c'est tout va bien. formidable, c'est formidable, tout va bien. Bah merci Tani. De rien. Merci beaucoup. Et rendez-vous sur ta chaîne alors pour la suite des cellules. Vendu. Ciao.